Bienvenue au Mercredi du droit. Aujourd'hui, on va vous présenter un certain nombre de thèmes qui ont été évoqués suite à la période que nous venons de vivre de confinement. On a beaucoup parlé des tickets restaurants récemment. Alors, si je suis en chômage partiel, chômée chez moi, mon contrat est suspendu, je ne fournis pas de prestations de travail, il n'y a pas lieu de disposer de tickets restaurant. En revanche, si vous êtes en activité partielle, on va dire dite réduite, c'est-à-dire que je travaille une partie en télétravail ou je reviens une partie travailler dans l'entreprise et le reste, je suis en activité partielle, vous aurez le droit de bénéficier d'un ticket restaurant pour chaque jour de télétravail, tout simplement. La reprise post-confinement. Alors, effectivement, ce qui a été écrit sur cette question, c'est qu'on a entendu parler d'un syndrome, le syndrome de la cabane. Effectivement, le salarié qui va avoir du mal à revenir travailler puisqu'il considère que l'extérieur est devenu un milieu totalement hostile. Le ministère du Travail a publié sur son site un protocole national de déconfinement pour accompagner l'ensemble des entreprises, les associations, quelle que soit leur taille, leur activité. Dans ce protocole, vous retrouvez en fait une sorte de recueil de l'ensemble des préconisations sanitaires à respecter dans l'environnement de travail. On peut également évoquer la formation des salariés, puisqu'il y a une obligation de formation dans ce cadre-là. Dès lors que je reviens sur mon lieu de travail, que l'environnement de travail est modifié, que je dois respecter un certain nombre de préconisations sanitaires, il est indispensable que les salariés aient une formation adéquate. Et puis, parmi les supports, le document unique d'évaluation des risques professionnels. Mon employeur peut-il m'imposer un test de dépistage et la prise de température? Alors, le test de dépistage, non. Non. Le plan de déconfinement national, de déconfinement est très clair sur ce point. Il est expressément indiqué qu'il n'est pas de la responsabilité des entreprises d'organiser des campagnes de dépistage pour leurs salariés. Petite parenthèse quand même sur cette question de prise de température. Au surplus, c'est un dispositif qui est peu efficace. Bon, très clairement, il faut vraiment être prudent sur cette question-là et plutôt miser sur tous les équipements de protection individuelle et sur l'adaptation du poste de travail. Alors justement, mon employeur est-il obligatoirement tenu de mettre un masque à ma disposition? Alors en principe, non. En principe, non. Mais cela va dépendre de votre environnement de travail. Est-ce que c'est un environnement de travail qui est justement confiné? Est-ce que c'est un environnement de travail qui permet la distanciation? Si le salarié est exposé au public, il serait, je dirais, presque suicidaire de la part d'un employeur de ne pas mettre à disposition un masque à ses salariés. Ça n'est pas possible. Et de le rendre obligatoire d'ailleurs dans l'entreprise, dans l'établissement. Puisque vous devez non seulement protéger les clients, mais vous devez protéger d'abord vos salariés. De notre point de vue à ce jour, la responsabilité pénale de l'employeur va être difficile à mettre en œuvre. Pourquoi ? Parce que les préconisations sanitaires qu'on vient de vous évoquer, aujourd'hui, ne reposent pas sur des règles normatives. Ce sont des préconisations. Et comment peut-on savoir avec certitude qu'un salarié a contracté le virus au sein de l'entreprise si, par exemple, dans l'entreprise, il n'y a pas connaissance d'autres contaminés, d'un cluster? Aujourd'hui, on est face à un virus qui existe et qui circule partout. Donc, à mon sens, il va être très difficile de déterminer avec certitude que le virus a été contracté dans l'entreprise. En revanche, en matière de droit du travail, non plus de responsabilité pénale, je dirais vraiment sur le fondement du code pénal, mais en matière de texte à sanction pénale sur le plan du droit du travail, dans le code du travail, l'employeur, il va devoir être très précautionneux parce qu'il va devoir être en mesure de justifier qu'il a mis en place des dispositifs qui devaient prévenir le plus possible, pour faire simple, même si c'est une obligation de moyens renforcés, qui devaient prévenir la contamination du virus à l'égard de ses salariés. Alors, je suis en télétravail depuis le début du confinement. Mon employeur veut mettre fin au télétravail et me demande de reprendre mon poste en présentiel la semaine prochaine. Puis-je m'y opposer? Alors, si votre employeur est en mesure de garantir une reprise physique dans le respect des consignes sanitaires édictées notamment par le gouvernement, si, a fortiori, peut-être que vous êtes dans une entreprise qui a des représentants du personnel, qu'ils ont même été consultés en amont, puisque c'est une obligation, si ces garanties sont satisfaites, oui, vous devez reprendre le travail en présentiel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas
vous maintenir dans une situation de télétravail malgré la position de votre employeur et qui vous demande d'exécuter en fait votre contrat de travail. Votre contrat de travail, c'est d'exécuter dans le lien de subordination, donc de revenir travailler si les garanties sanitaires sont présentes. Si vous avez un doute, prenez des renseignements auprès des représentants du personnel d'abord et puis, le cas échéant, du médecin du travail. Et vous serez fixé parce qu'entre le ressenti et puis en réalité ce que l'employeur est tenu de mettre en œuvre, il peut y avoir un décalage. Donc le mieux, c'est de se renseigner si vous avez un doute. Quel est l'impact de l'activité partielle sur le calcul des droits liés à mon ancienneté? Alors, pour une fois, c'est très simple. Le Code du travail a statué en ce sens. Et le Code du travail, R 5122-11 du Code du travail, pour ceux que ça intéresse, toutes les heures chômées, qu'elles ouvrent droit ou non au versement de l'allocation d'activité partielle, alors la formule est un peu étonnante, mais peu importe, sont intégralement prises en compte pour le calcul des droits à congés payés, pour le calcul de la répartition de la participation et de l'intéressement. Ça, c'est un point, c'est clair, c'est dans le Code du travail. La période d'activité partielle est-elle prise en compte dans le calcul de mes droits à l'assurance chômage, ouverture du droit à Pôle emploi et de mon allocation? Oui, cette période de suspension donnant lieu à indemnisation ou à maintien de salaire, elle est retenue dans le décompte des jours travaillés et dans le calcul de la durée d'affiliation nécessaire à l'ouverture du droit. Prime exceptionnelle du pouvoir d'achat, rappelez-vous, cette prime qu'on appelait la prime Macron avait été mise en œuvre, je crois, par la loi de finances pour 2019 de mémoire. Cette prime, on va en assouplir la mise en œuvre pour l'année 2020, c'est limité à l'année 2020, avec, on maintient la possibilité de conclure un accord d'intéressement, mais simplement si on veut aller au-delà de 1 000 €. L'entreprise peut même aller jusqu'à 2 000 €. Là, pour le coup, sous réserve de conclure un accord d'intéressement. Les employeurs ont-ils l'obligation de verser la prime prévue par la loi? Donc l'idée a un peu été véhiculée qu'en quelque sorte, c'était une obligation pour l'employeur, dès lors qu'il avait continué son activité et que des collaborateurs avaient travaillé durant cette période-là, et notamment en présentiel, d'accorder cette prime. Non. C'est faux. L'employeur a cette possibilité, il n'a absolument pas l'obligation de verser cette prime. Chaque employeur peut décider d'attribuer ou de ne pas attribuer cette prime. Alors, quels sont les salariés qui sont éligibles à cette prime? Tous les salariés, y compris les mandataires sociaux, y compris les apprentis, les intérimaires aussi, y compris aussi les cadres dirigeants. Deuxième question pratique, est-ce que la société peut définir librement le critère de présence? Oui. L'accord collectif ou la décision unilatérale peut très bien définir les critères de présence qui lui convient parmi les dates d'appréciation. C'est vraiment ce qu'on appelle l'acte fondateur, c'est-à-dire l'accord d'entreprise ou la DUE qui détermine ces critères-là, et c'est effectivement la société, l'employeur, qui décide de ces critères. Sur la date limite de versement de la prime, elle est fixée au 31 août 2020. Le montant de la prime peut-il être différencié en fonction de la présence effective du salarié dans l'entreprise? Oui, et en retenant les mêmes règles que pour la prise en compte des absences. C'est-à-dire que la prime des salariés absents du fait du congé au titre de la maternité, de la paternité, de l'accueil ou de l'adoption d'un enfant, ainsi que des congés d'éducation parentale, de présence parentale, ne peut pas être réduite à raison de ces absences. Et là, j'ajoute, sauf dans les cas où la prime est modulée en application des critères de conditions de travail liés au Covid-19. Quelles conditions de travail liées à l'épidémie de Covid-19 permettent de moduler le montant? Alors, par exemple, possible de différencier le niveau de la prime des salariés ayant continué leur activité en télétravail, de celui versé à ceux qui ne pouvaient pas recourir au télétravail et ont dû se rendre sur leur lieu de travail. Alors, sur le site de l'URSSAF, pourquoi je parle de l'URSSAF? Parce que qui dit prime exonérée de charges sociales dit risque en cas de contrôle URSSAF. On doit être en mesure de caractériser que cette prime, elle a quand même un objectif collectif à apprécier. Moi, je considère que le télétravail, c'est une modalité d'exécution du travail. Si c'est la décision de l'entreprise, si dans le cadre du CSE, les salariés ont pu considérer que le salarié qui était en télétravail n'était pas exposé au risque, c'est aussi une notion qui est parfaitement compréhensible. Est-il possible de verser le montant de la prime en plusieurs échéances? Oui, c'est tout à fait possible. On peut imaginer qu'un premier versement avait été fait avant Covid-19. C'est possible de compléter ce versement et de pouvoir accorder aux collaborateurs l'intégralité. Mais je trouve qu'on a réussi à tenir, à balayer un certain nombre de points. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et à bientôt. À bientôt.